Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a conclu mardi 7 février une visite d'amitié et de travail d'une journée à Bamako, au Mali, dont chaque partie ne semble avoir que des raisons de se satisfaire. Effectué dans le cadre d'une tournée sur le continent africain qu'il a menée d'abord en Afrique du Sud, au Eswatini, ex-Swaziland, en Angola et en Érythrée, ce premier voyage d'un chef de la diplomatie russe au Mali, en dépit de la longue tradition de coopération entre les deux pays, avait une valeur symbolique particulière. Bamako est en effet depuis un an, peut-être un peu plus, le point le plus incandescent de la présence russe en Afrique. Retour donc sur les enjeux de cette visite sur fond de rupture avec les néocoloniaux dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Media Africa et vous nous suivez pour parler de cette visite de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Il était à Bamako après l'Érythrée, Eswatini et l'Afrique du Sud entre autres et puis l'Angola. Eh bien le chef de la diplomatie russe était à Bamako et aujourd'hui nous évoquons les enjeux de cette visite quand même sur fond de rupture avec les puissances néocoloniales et on en parle donc au cours de cette émission. Vous nous recevez sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, cette radio d'ailleurs qui est sur le satellite Eutelsat, le même satellite qui vous permet de nous recevoir chez vous dans vos petits écrans. Naturellement Facebook et YouTube accompagnent les internautes. Quant aux autres, eh bien, ils ont téléchargé tout simplement l'application de Foyo Media Africa sur Play Store et tout cela nous honore. On parle de ce sujet avec notre invité, notre consultant, j'allais dire, mais alors permanent. Jonathan Batengene est avec nous. Bonsoir, Dio. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à tous les panafricanistes qui nous regardent. Ils sont nombreux, ils sont des milliards, Bachir. On ne le dit pas assez. Les panafricanistes se comptent aujourd'hui les plus nombreux sur le continent et de par la galaxie. Nous avons été rejoints par les combattants de la liberté dans tous les autres pays. C'est dire que le panafricanisme est désormais une idéologie sans complexe, qui n'est plus ghettoisée à l'Afrique. Elle se répand de par le monde et elle triomphe surtout des logiques impérialistes du néolibéralisme. Nous saluons les techniciens, M. Signé, M. Marius et M. Song Guidjol. Nous saluons tout le personnel Foyo, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, partout en Afrique, qui se battent contre l'obscurantisme. Nous saluons la célérité avec laquelle les enquêtes concernant l'assassinat tragique, sauvage et barbare de votre confrère Martinez-Ogo est en train d'être menée. Cette célérité montre l'engagement du chef de l'État pour établir la vérité et rassurer le peuple, ramener la confiance entre les citoyens camerounais. Nous sommes confiants que cette démarche va ramener le calme et la sérénité auprès des Camerounais et que les Camerounais vont aborder cette année 2023 avec beaucoup plus d'assurance vis-à-vis des institutions et surtout de ceux qui les incarnent. Donc merci au chef de l'État. Nous lui adressons encore notre soutien dans le cadre de cette enquête. Qu'il continue dans ce sens. Nous attendons impatiemment que les coupables soient mis face à leurs responsabilités. Merci Jonathan Batengene et bien sûr notre deuxième invité et pas des moindres. On l'a présenté très souvent comme un activiste panafricain, mais en réalité, au-delà de sa casquette d'enseignant, il est donc analyste géopolitique. C'est Issa Diawara depuis Bamako, depuis Kati j'allais dire, qui est avec nous. Issa Diawara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir Madame. Bonsoir, bonsoir à mon frère et à mon ami Jonathan Batengene au plateau. Je sais qu'avec lui, les débats sera toujours au niveau, ça sera toujours au top, c'est le sommet. Et j'adore ce genre de débat.
Je salue tous ceux qui sont en train de suivre For You. En réalité, nous apprécions aussi leurs interventions de qualité au niveau des commentaires, bien sûr, au niveau d'autres plateformes. Nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites. Et vraiment, merci à For You et merci pour cet honneur. Merci. Diawara Issa, alias le général, hein. Eh bien, plantons le décor, messieurs, très rapidement. Vous l'avez vu, on a commencé avec un léger retard. Allons planter le décor avec cet élément que nous a proposé la rédaction centrale de For You Média. Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le président de la transition et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il a notamment été question de la coopération entre le Mali et la Russie, du plan de développement des relations qui doit correspondre aux intérêts mutuels. Il a également été abordé au cours des échanges les relations commerciales et économiques entre les deux pays, la coopération technique et militaire, la coopération en matière humanitaire et culturelle, mais aussi la coopération des deux pays au sein de l'ONU. Sur ce dernier volet, Sergei Lavrov rassure que la Russie ne ménagera aucun effort pour promouvoir le principe de la parité souveraine des États et qu'ils vont lutter contre les approches colonialistes. Le ministre russe des Affaires étrangères a aussi indiqué que les efforts de son pays dans le cadre du renforcement des capacités des forces de défense et de la sécurité du Mali. Une coopération que la Fédération de la Russie entend renforcer davantage. Selon Lavrov, la lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les pays de la région, raison pour laquelle la Russie entend apporter son assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne, et même les pays riverains du Golfe de Guinée. Déclaration faite par M. Lavrov lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, au cours d'une visite présentée par les deux parties comme une première historique de la part d'un chef de la diplomatie russe dans le pays sahélien. Rappelons que M. Lavrov n'a pas perdu du temps pour asséner quelques pics acerbes à ses adversaires occidentaux. Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le président de la transition et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il a notamment été question... C'était Didi Mfout qui nous a donc concocté ce compte rendu et naturellement on va commencer par Issa Diawara, le général du côté de Kati. Issa Diawara, ce sujet vous concerne en premier lieu de nous tous sur le plateau. Il s'agit quand même de la première visite d'un ministre des Affaires étrangères russe depuis Modibo Keïta. Alors, on n'a pas le retour de Issa Diawara sur le plateau. Voilà. Oui, là, c'est mieux. On vous reçoit, Issa. On vous reçoit, Issa. Parce que vous pouvez répondre à la question parce que ça ne sonnait pas bien. Il y avait un bruit quand vous êtes venu. Et quand même de votre première lecture de cette visite, qui est la première d'un ministre des Affaires étrangères russe depuis Modibo Keïta. Oui, c'est beaucoup. Je ne peux pas dire que c'est la souveraineté du Mali qu'on a fêté au mois de janvier passé. Parce que depuis Modibo Keïta, nous avons aussi perdu notre souveraineté. C'est ce qu'il faut dire. Nous avons cette souveraineté quand on était partenaire avec les soldats du président Modibo Keïta. Et depuis que la France a envoyé un lieutenant renverser le président Modibo Keïta, durant son règne, le Mali était un pays très industrialisé. Quand celui qui a chuté la chance à la chance, revenir dans le CFA, c'est la France et ses alliés qui décidaient de tout. Avec le colonel Assimi Goïta, nous avons retrouvé cette souveraineté. Le symbole le plus fort, c'est bien sûr cette venue du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, bien sûr, et du côté du Mali. Donc nous avons retrouvé notre souveraineté, et quand nous retrouvons notre souveraineté, nous retrouvons nos partenaires les plus fiables, nos partenaires qui ne sont pas dans les néo-colonialismes, nos partenaires qui ne sont pas dans un rapport colonial et global, qui ne sont pas dans un rapport, bien sûr, qui vise à faire croire qu'on a affaire
à une race inférieure ou une race supérieure. On n'est pas dans ce genre de complexité. Dorénavant, nous sommes avec un partenaire qui est très fiable et bien sûr, c'est pourquoi vous avez le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui est venu du côté du Mali et bien sûr, qui a même passé une nuit du côté du Mali. Comment expliquer cela? C'est dû aussi au travail abattu du côté du Mali. N'oubliez pas que quand la France avait repris le Mali entre ses mains, et les avions mixtes de combat, des équipements russes qu'on avait, la France était entrée en possession de ces équipements. Beaucoup de ces avions mixtes de la Russie ont été démantelés. Beaucoup de chars de la Russie, donc la technologie de la Russie a été récupérée par l'OTAN. Au niveau du Mali, au niveau de beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, je pense que la Russie a compris qu'elle ne peut jamais gagner sa guerre, en tout cas son bras de fer. L'Occident, sans bien sûr se faire aider par les pays africains. Et dans ce cas, est-ce la Russie en train d'utiliser les pays africains? La réponse est non. Ce qui est sûr, c'est que la Russie, l'Afrique aujourd'hui, nous avons les mêmes ennemis. Et il n'y a pas de raison pour que chacun de nous continue de lutter, en tout cas de façon séparée, de façon individuelle, de façon unilatérale. Il faut qu'on fasse aussi un bloc. Parce que l'Occident pour nous voler. Vous voyez, les Français, quand il s'agit de l'Afrique, les Français sont d'accord avec les Anglais. Ils sont d'accord avec les Allemands. Ils sont d'accord, je ne sais pas, avec les Japonais. Ils sont d'accord avec les Américains. Quand il s'agit de voler d'autres peuples du monde, l'Occident essaie de taire cette divergence, faire bloc et piller les États tiers. Nous autres aussi, nous qui sommes leurs victimes, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit des pays africains, étant leurs victimes, qu'est-ce qui empêche aussi les victimes de créer un bloc, bien sûr, pour résister à ces envahisseurs, pour résister, bien sûr, à ces zibous, pour résister, bien sûr, et à ces éperviers qui ne veulent vivre peut-être que des poussins ou autres, qui veulent vivre des États en réalité qui sont innovatifs. Je pense que c'est à cela qu'on peut expliquer cette retrouvaille entre le Mali et la Russie. C'est parce que nous avons des ennemis communs et c'est parce qu'aucun des deux pays n'est animé par les sentiments du néocolonialisme ou du paternalisme. Et bien sûr, c'est parce que la Russie et nous voulons aussi, chacun de nous, veut se libérer, chacun de nous, bien sûr, veut s'émerger de l'Occident. D'où cette retrouvaille, nous avons apprécié la venue du ministre Sergei Lavrov et dans sa venue, le ministre Abdoulaye Diop a profité pour réitérer que le colonel Assimi Goïta a décidé, il a confirmé qu'il sera présent, qu'il va répondre présent à l'invitation de son Excellence, le président Vladimir Poutine. Donc le colonel Assimi Goïta sera bel et bien du côté de Moscou pour son premier voyage à l'étranger depuis qu'il a été confirmé en tant que président de la transition du Mali. Merci. Très très bonne et fraîche, comme vous le rappeliez, le président Assimi Goïta a confirmé sa participation effective au prochain sommet Russie-Afrique. Eh bien, Jonathan Batenguine, quelle lecture faites-vous de cette visite de Sergei Lavrov au Mali? Il faut bien le rappeler, dans un contexte quand même de rupture avec les puissances néocoloniales. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre non seulement de la démonstration que la Russie n'est pas isolée, oui, contrairement à l'objectif de l'Occident collectif déclaré depuis le début de l'opération militaire spéciale, et particulièrement à partir du 5 mars. On a vu les dirigeants occidentaux déclarer que la Russie sera isolée dans le monde et que la Russie sera seule. D'abord, ça démontre à suffire parce qu'on voit l'agenda du ministre des Affaires étrangères russe. Il est touffu. Et d'ailleurs, cette visite du Mali est dans une série de visites sur l'ensemble du continent africain. Oui. On imagine qu'au niveau de la Russie, c'est même un retour en puissance sur des espaces qu'elle n'avait pas, où elle avait une coopération assez frêle. Mais là, aujourd'hui, la Russie se retrouve en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Eswatini, au Mali, en Angola, en Égypte, en Algérie. Donc la Russie est sollicitée partout en Afrique désormais. C'est vraiment une démonstration que d'abord l'objectif de l'Occident collectif
a échoué, la Russie n'est pas isolée, plutôt la Russie est bel et bien dans le Conseil des Nations. Donc, c'est aussi la preuve que dans les enjeux contemporains, le multilatéralisme se porte déjà très bien. Donc, cet axe multipolaire incarné par la Russie est en train de prouver à l'ensemble des autres peuples et des nations qui sont sceptiques ou qui attendaient de voir un exemple qu'effectivement, il y a un monde qui est en train de germer, il y a un monde qui est en train de naître et la Russie l'incarne bien. C'est un monde qui n'a aucun complexe vis-à-vis de l'Occident collectif. Au contraire, c'est un monde qui le défie, qui le met à genoux, qui est en train de le ridiculiser, de l'humilier en Ukraine, parce que la défaite de l'Occident collectif en Ukraine ne va que renforcer cette perte de crédibilité, mais aussi cette perte de prestige de l'Occident collectif. Donc, la Russie est en train de passer ce grand message. Maintenant, sur les sujets les contextuels, oui. Le Mali a une situation sécuritaire préoccupante. Les autorités l'ont adressé avec les moyens dont elles disposent. Et aujourd'hui, on observe que la tendance est à la montée en puissance de l'armée malienne, des forces armées maliennes. Et cette tendance ne va que crescendo dans le sens de cette coopération avec la Russie, parce que au menu des échanges entre Sergueï Lavrov et le ministre Diop, ce qui a filtré, c'est que le Mali a encore posé une demande de matériel plus performant en matière de défense pour vaincre, pour venir à bout de l'ensemble des menaces qui ne sont pas seulement les mercenaires terroristes labellisés djihadistes ou bien labellisés EIGS ou GSIM. C'est aussi des groupes rebelles comme ceux qui sont aujourd'hui labellisés CMA. C'est ces menaces-là multiformes auxquelles le Mali fait face. Et le Mali a besoin d'un apport considérable, d'un soutien considérable sur le plan militaire pour venir à bout de toutes ces menaces. Il y a un autre volet qui a été abordé pendant la coopération, et mon frère Diawara a très bien dit, il est revenu sur les éléments de la diplomatie. Par exemple, le rayonnement désormais du Mali. Parce que si la Russie a montré qu'elle n'était pas isolée, eh bien, il y a effectivement le Mali qui a eu l'opportunité de démontrer qu'il était bel et bien dans le Conseil des Nations et à un très haut niveau. Vous avez vu, c'est le ministre des Affaires étrangères qui porte l'invitation de son Excellence, le président Assimi Goïta. Donc ça montre qu'il y a une estime considérable du Mali au niveau international et particulièrement de la puissance pivotante ou de l'axe multipolaire, la Russie. C'est ce ministre qui vient chercher, qui vient remettre l'invitation au président Assimi Goïta. Quel insigne honneur! On n'avait pas vu ça depuis des lustres sur le continent africain. Des fois, c'est un émissaire qui venait inviter un chef d'État africain à une réunion. Parfois, ça passait seulement par les ambassadeurs, il faut bien le dire. Par les ambassadeurs et à la télé. Et à la télé, c'était les annonces à la télé. Les chefs d'État sont invités dans des capitales que nous n'allons pas préciser ici, parce que c'est même ridicule de préciser encore ces capitales-là. Donc, il y avait toujours cette envie de montrer que ceux-là, ils ne comptent pas. On peut les inviter comme des vulgaires paysans qui vont aller à une fête foraine. Donc, il n'y a plus cette perception, cette démarche-là. Il y a beaucoup plus de respect. Et puis, il y a eu dans les échanges un point également qu'on n'avait pas jusqu'à présent vu dans la coopération avec la Russie. Même, et ça c'est nouveau, tout nouveau, parce que par le passé, quand on regarde la coopération russe avec les pays africains, ça a été pour la plupart une coopération militaire, une coopération sécuritaire. C'est comme si, partout en Afrique, on avait considéré que les Russes ne savent que faire la guerre. Donc, chez les Maliens, on voit quelque chose de nouveau se développer, la coopération commerciale et industrielle. On a vu sur la table des échanges, les deux diplomates échangeaient de la possibilité de ramener la production de véhicules. Et on sait que la Russie aujourd'hui a un véhicule compétitif qui va remplacer la production des Renault et des autres marques, la marque moscovite. Moi, j'ai souvent pensé à ça. Vraiment, il faut que nous ayons nos moscovites en Afrique. Donc, il y a cette coopération qui est ouverte. Et nous disons aux autorités du Cameroun, c'est le moment. Il faut que le Cameroun accueille une industrie de moscovite.
Parce que ce véhicule-là qui arrive, c'est un véhicule qui sera plus compétitif que les véhicules occidentaux et c'est un véhicule neuf. Hein, mon frère Bachir, c'est un peu comme aujourd'hui quand vous voulez votre téléphone, vous allez au marché, au lieu d'avoir un Apple qui vient des États-Unis, qui a été utilisé en seconde main, qui vous est vendu en seconde main. Non, c'est pas la publicité. Non, je vous comprends. Oui. Mais vous achetez, je vais aussi faire la publicité à l'autre, vous achetez votre Techno, votre Huawei ou bien votre Infinix. Oui. Vous avez votre téléphone, avec ces marques-là qui sont chinoises, vous avez un téléphone aussi performant que le Apple et qui est à bas coût et qui vous permet de surfer avec beaucoup de plaisir depuis votre pays. Donc, c'est complexe-là que les véhicules de seconde main, les véhicules d'occasion, on a même vu certains de nos frères dans la diaspora qui se sont spécialisés dans le recyclage des véhicules. J'ai même un ami qui m'a raconté qu'en Espagne, ils partent dans les casses, des casses de véhicules. C'est les véhicules accidentés, c'est ce qu'ils vont récupérer et ils mettent dans les conteneurs, ça arrive. C'est pourquoi ça passe toujours par les garages, la tôlerie, et avant de placer en vente. Donc, voilà à quoi on nous avait réduit les véhicules de seconde main et nous on se contentait de les acheter, de les utiliser. Non! Aujourd'hui, on a une opportunité. Les Maliens l'ont posé sur la table. Vraiment, félicitations aux autorités maliennes qui ont posé cela. Ils ont parlé de l'industrie automobile. Ça veut dire qu'on pourra produire nos propres véhicules sur le continent africain. Ça offre des possibilités de création d'emplois immenses. Ils ont parlé de l'opportunité économique sur le plan de transformation, de la transformation des sols et de la question agricole. Il faut noter que la Russie est l'un des plus gros producteurs d'engrais dans le monde. La Russie est l'un des plus gros contributeurs dans l'industrie agricole dans le monde. Donc, la Russie, avec cette expertise, peut apporter au Mali des éléments qui lui permettront de rendre son sol encore une richesse, de donner à son sol, de valoriser son sol. Donc, les Russes sont entrés dans l'autre domaine, celui que les autres ne soupçonnaient pas. On les attendait justement à ce niveau. En face, les autres les voyaient seulement en train d'exploiter le pétrole, d'exploiter et les Russes ont parlé d'autre chose. Non, Bachir, c'est très beau. Ils disent, mais c'est parce que quand vous écoutez ce qui a filtré, nous assistons, nous le disons aux Africains, ce que nous voyons, c'est l'histoire qui s'écrit. Bachir, ça ne va pas s'écrire deux fois, c'est là. Aujourd'hui, nous sommes témoins vivants de l'histoire. Au moins ça, nous raconterons à nos enfants. Ils ont parlé de l'exploration géologique. Ça veut dire que la carte minière, il faut que les Africains comprennent pourquoi la carte minière du Mali, qui est un enjeu majeur. On nous dit que la Banque mondiale a fait une carte à 1 milliard. Mes chers Africains, posons-nous la question. Est-ce que s'ils ont fait une carte à 1 milliard, ils peuvent nous dire tout ce que nous avons? La possibilité est donc immense. Ça veut dire que cette fois-ci, on saura effectivement ce que le sol malien peut regorger en termes de ressources naturelles. Ça explique mieux pourquoi le président Assimi Goïta et son équipe ont voulu justement reformer le code minier malien. On retourne vers Issa Diawara. Général Issa, cette visite arrive quand même avec, je ne sais pas si c'est une coïncidence, ça vient au moment où, du côté des terroristes, il y a quand même que le président de la coordination des mouvements de la Zawad, Al-Rabas Al-Intella, donc il a annoncé hier mardi la fusion des mouvements de la CMA dans la ville de Kidal, et puis il a même nommé certains chefs d'état-major issus des indépendantistes. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que c'est une simple coïncidence, ou alors Lavrov et la Russie avaient déjà ces informations et venaient aussi annoncer les couleurs? Monsieur Bachir Landan, vous savez, en ce qui concerne la CEPAN, M. Al-Gabas dont vous parlez, d'abord il a rien. C'est une information et vous êtes un très bon journaliste, vous comprenez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la CEMA est une coalition montée par la France. Parce que quand les MNLA a pris le contrôle du nord du Mali, c'était avec les groupes terroristes. Puisque les MNLA n'a jamais fait le poids face à l'armée malienne. Donc, on a récompensé le groupe terroriste en échange de leurs défections. Et si les groupes terroristes acceptent d'abandonner le front libyen et les MLA, la CEMA et autres, on va les récompenser par une portion du territoire malien. Et c'est ce qui est arrivé. Mais puisque quand ils ont occupé le nord du Mali, les États-Unis avaient du mal à admettre et l'Algérie ne voulait pas tolérer
qu'on puisse reconnaître une république des terroristes à ses frontières. Donc, ils ont proclamé une indépendance qui n'a pas été reconnue. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait provoquer une autre intervention. Et dans cette intervention, beaucoup de groupes armés qui étaient au nord du Mali, qui sont très proches de nos alliés algériens, ont été expulsés du nord Mali et la presse a ramené ces groupes rebelles qui étaient du côté de la Mauritanie et du côté, bien sûr, du Burkina Faso, chez Blaise Compaoré. On les a remis en scène au niveau de Kidal. D'où l'empêchement du Mali d'entrer à Kidal. Mais il y a des groupes armés d'autodéfense pro-gouvernement du Mali, dirigés par le général qui s'appelle El Hadji Gabou. Il a la tête d'un groupe puissant d'autodéfense qu'on appelle Gatia. Gatia, ça veut dire groupement d'autodéfense des Touaregs, Imgad et alliés. Ce groupe a agenouillé la SEMA et voulait prendre le contrôle de la ville de Kidal. C'est la MINUSMA qui a tracé un cordon de sécurité, MINUSMA, Serval, Barkhane à l'époque, qui ont tracé un cordon de sécurité, empêché Gatia de prendre le contrôle de la ville de Kidal. Et quand la SEMA dit la fusion des groupes de la SEMA, mais la SEMA déjà c'est une fusion, mais c'est du pléonasme, ça n'a pas de sens. Mais la SEMA est déjà une coalition. Mais quand on dit encore qu'on appelle à une coalition de groupes de la SEMA, c'est comme si vous dites laquelle, je ne sais pas quel poisson vit dans l'eau. Ça n'a pas de sens, c'est du pléonasme. Donc c'est déjà une coalition qui existe. La SEMA a annoncé sa suspension, en tout cas à la participation de l'accord d'Alger. Le Mali n'a pas branché. Mais en suspendant sa participation, pourquoi la SEMA ne se retire pas simplement des décisions du Mali? C'est là que vous allez voir qu'il n'y a pas de décision. Parce que les officiels de la SEMA qui sont au niveau du gouvernement du Mali, au niveau du CND, ne se reconnaissent pas dans ce que la SEMA, manipulée par la France, est en train de faire aujourd'hui. Donc la SEMA est divisée. Tout se communiquer sans cesse d'appeler à une vision, à une coalition et à une mobilisation, je ne sais pas, des Touaregs, des temps. En réalité, la SEMA ne fait rien. La SEMA n'existe même pas. C'est certains pays qui constituent la SEMA et en réalité, SEMA constituée des Maliens, ça n'existe pas. Il ne faut même pas perdre votre temps. Et donc, ce n'est pas une coïncidence. La SEMA, en réalité, c'est comme les chiens à voir la caravane passe. Sergei Lavrov a un agenda qui a été arrêté il y a très longtemps. La SEMA obéit à un agenda avec la France. Qu'est-ce que la SEMA veut faire? Pousser le Mali à s'attaquer à Kidal et la SEMA va se mettre dans la posture de la ville de Benghazi sous le régime du guide Muammar Kadhafi. C'est victimiser en fait. Dire que le Mali est en train d'orchestrer un génocide. Que l'offensive de l'armée malienne en destination de Kidal était un génocide contre les Touaregs ou contre les Arabes. C'est pourquoi le Mali ne bouge pas. Nous attendons que la SEMA commette la première erreur de s'attaquer à une position quelconque de l'armée malienne. Pour le moment, nous continuons de nettoyer les centres du Mali tranquillement, d'où la militarisation de la police, de la protection civile. Nous sommes en train de nous redéployer. L'armée malienne est libre de tous ces mouvements. La SEMA ne peut même pas apporter, en tout cas nous toucher au niveau du véhicule. Et quand la SEMA va tenter cela, elle va signer son arrêt de mort. Parce que le vecteur aérien du Mali aujourd'hui est largement suffisant pour régler cette situation de la SEMA. Mais on veut nous pousser à une offensive pour faire croire à un génocide et bien sûr pour faciliter une intervention de l'OTAN contre le Mali et bien sûr pour essayer de clouer en tout cas l'aviation malienne. Vous savez, l'OTAN ne fait qu'agresser le Mali et la SEMA n'est qu'un outil, un instrument dans ce jeu de l'OTAN. Et pour le Mali a bien compris. Le Mali ne bouge pas de l'OTAN. Nous tenons bien nos positions jusqu'à ce que la SEMA même commette l'erreur. C'est là que le guide Kadhafi devait les attendre. Il ne devait pas diriger les chars à destination de Benghazi. Il devait les attendre tranquillement jusqu'à ce qu'ils sortent et qu'ils commettent la première erreur de s'attaquer aux positions régulières de l'armée libyenne dans certains côtés du pays. Et il en a profité pour mettre fin à cette histoire, bien sûr, de Benghazi. Merci. Merci à vous également.
on va afficher les numéros pour nos téléspectateurs. Et je crois que Lamine Diop est déjà en attente au bout du fil. Lamine Diop, bonsoir. Lamine, bonsoir, vous m'écoutez? Alors, on n'a pas le retour sur le plateau, donc on y retournera dans quelques secondes, dès que tout cela sera prêt. Jonathan Batengene. Alors, comment est-ce que cette visite est perçue pour vous qui faites beaucoup de recherches du point de vue occidental? On a vu quand même la une de presque tous les journaux de l'Occident. Chacun a parlé quand même de cette visite, d'où l'intérêt quand même qu'il porte à tout ce que fait la Russie. Alors, c'est passionnant de voir comment, j'ai essayé de voir dans les unes, la presse anglo-saxonne et la presse francophone ont abordé avec carrément une emphase. Oui. La Russie densifie sa politique d'influence, Oui. en d'autres termes. Donc, pour eux, la Russie est en train de mettre en place son dispositif d'influence. Et Lavrov est en opération de char, pour eux. Alors, qu'est-ce que ça signifie au fond? Toujours présenter la Russie comme en quête d'influence. En fait, ils veulent dire que les Africains sont spectateurs sceptiques ou bien sont dans une position d'embarras avec cette Russie. Mais dans le cas du Mali, j'ai lu quand même un ou deux articles qui présentaient la Russie comme Lavrov est venu en terrain conquis. Ça, c'était dans la presse particulièrement française. Oui, alors pourquoi présenter la Russie quand même comme un conquistador? C'est justement ça. Le truc, c'est ils disent la Russie est en train d'accroître son influence en Afrique. Oui. Parce que pour eux, d'abord, dans cette conception, l'Afrique, c'est des gens qui normalement ne connaissent pas qu'il y a les Russes sur la Terre. Et puis, s'ils savent que les Russes existent sur la Terre, c'est des gens qui sont tellement lointains et qui ont une manière d'agir qui certainement leur paraît un peu incompréhensible. Et donc, les Africains et les Russes, ce n'est pas une relation normale à leur avis. Donc, pour eux, ce n'est pas une relation normale. Et quand ils disent terrain conquis, pour eux, le Mali, la Russie s'est assise, on dit, bon, quel est le plan pour l'Afrique? On commence par quel pays? On dit RCA, ok, on va appuyer sur quel boulon? Il faut un homme. On va au Cameroun, on cherche un professeur d'université, il est là. Bon, le professeur doit dire, on dit, oh, c'est lui, on le prend. On va au Mali, on dit, bon, on va voir les militaires, même si les Français sont là, on va essayer de discuter avec quelques colonels, s'ils sont d'accord, on les... Donc, il y a une vision manichéenne qu'ils vendent de l'Afrique et de la coopération Afrique-Russie. Oui. Cette vision manichéenne est empreinte à la fois de paternalisme, de mépris et de négation de la capacité de l'Africain à connaître du monde actuel. C'est-à-dire que l'Africain, c'est une sorte d'idiot mondialiste. C'est un individu qui simplement est au cou des volontés des autres peuples. Il subit le monde, il ne peut pas lui-même. Sans aucune capacité de discernement. Il ne peut pas initier, il ne peut pas avoir du discernement, il ne peut pas diagnostiquer son environnement, il ne peut pas décider de commercer librement avec d'autres peuples. C'est un paradoxe. Surtout que lorsque vous voyez, quand l'ambassadeur des États-Unis vient en Afrique, on ne le présente, quand un ambassadeur, quand un diplomate, quand Mme Noland vient en Afrique, quand je dis ambassadeur, c'est, pardon, la sous-secrétaire aux affaires africaines, quand elle vient en Afrique, on n'a jamais montré que les États-Unis sont en train de venir conquérir l'Afrique. Oui. Non, elle est en visite. Elle est en visite. Mais Lavrov, il est en conquête. Alors, il y a un titre qui m'a quand même plu. Ils ont présenté, ils ont dit que, mais ça c'est les Turcs, ils ont dit que la Russie est en train de faire du Mali la Mecque de la coopération, de sa coopération avec l'Afrique. C'était très intéressant, j'ai aimé. Mais quand ils disent la Mecque,
c'est un peu sous-estimer l'Afrique. Non, le Mali reprend la place, le rayonnement de Tombouctou, l'université de Tombouctou, au XVIe siècle. C'est ce que le Mali reprend. Ce rayonnement que le Mali a perdu avec la colonisation. Et la dernière action des mercenaires qu'on appelle les terroristes, labellisés terroristes. Ces mercenaires occidentaux qui agissent dans le Sahel, qu'on appelle les terroristes, que d'autres labellisent sous le concept tout à fait vide de sens qu'on dit djihadistes. Donc, ces mercenaires-là, ils ont détruit la bibliothèque encore de Tombouctou. Parce qu'il fallait à tout prix effacer les preuves que le Mali a été un État qui a eu un rayonnement dans le monde connu d'ailleurs. Et c'était le monde au sens grand qu'on le conçoit aujourd'hui, parce que pour les populations de cette époque-là, lorsqu'on pouvait aller jusqu'en Espagne ou à Cordoue, où il y avait les centres de réflexion musulmans, eh bien, on était dans le monde civilisé. C'était ça à cette époque. Donc, aujourd'hui, on voulait donc nous cacher cela. Et on nous dit toujours que c'est la mer, qu'on prend des références. Non, c'est le Tombouctou du XVIe siècle qui revient. Le Mali reprend son rayonnement historique. Le Mali est vraiment rentré dans son âme anthropologique. Et ce Mali-là est en train de renaître de ses cendres. On croit que, en fait, pour dire comme ça, c'est le phénix. C'est le phénix qui est en train de renaître. Vous savez que le phénix est un oiseau mythologique de l'Égypte antique qui a été repris par les Grecs. Donc, c'est le phénix qui est en train de renaître, et le phénix, c'est généralement Horus. Merci, Jonathan Batengeni. Donnons la parole donc à nos téléspectateurs. Alors, Tokam, on commence par qui? On commence par Lamine Diop, c'est ça? D'accord, Lamine Diop, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, monsieur Batengeni, l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Foyou. Et écoutez, je reste dans leur sillage, à propos de leurs analyses. De nouveau en Afrique, et plus précisément au Mali. Monsieur Lavrov, selon moi, pour l'État et le peuple malien, l'enjeu est de renforcer les relations économiques avec la Russie et d'obtenir de nouvelles étapes en termes de fourniture, d'équipements militaire la plus large possible pour augmenter la capacité de combat des forces armées maliennes contre les nuisibles. Disons que, mon cher Bachir, pour le peuple malien, avec son État central et aussi le peuple panafricain conscient, la meilleure solution, c'était évidemment d'officialiser, c'est taper le secours du peuple panafricain globalement envers la Russie, c'est-à-dire ce geste diplomatique concret de la Russie par la première visite de travail de M. Lavrov au Mali. Parce qu'on le sait très bien, mon cher Bachir, ce qui donne les mains libres, sans entrave, à la transformation et à la réappropriation historique, politique et civilisationnelle de manière complète du Mali. Et en Syrie, par exemple, Bachar al-Assad avait officialisé sa coopération diplomatique avec la Russie. Et là, Moscou et Damas avaient appliqué mutuellement ces décisions, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est une autre affaire. Mais il n'empêche que ces accords de coopération officiels entre les deux pays ont sauvé le peuple loyaliste syrien de la destruction de leur nation par ces loups errants occidentaux galeux. Alors, l'argument de certains Africains inconscients, psychologiquement atteints du syndrome de Stockholm, avec leur maître bourreau, c'est ne pas mettre les œufs dans le même panier. C'est le contrepoids diplomatique à la concentration d'un seul partenaire. Je vais être franc avec vous, c'est un faux argument de déstabilisation du Mali. Et il faut dire à ces ignorants, l'argument de mettre ses œufs dans le même panier avec la Russie, c'est en tout cas un meilleur argument que celui déjà vécu avec la France et compagnie. Ça, c'est bien clair. Par exemple, il faut relever que la Russie n'a rien à cacher, ni à avoir honte avec l'Afrique noire. La Russie était aux origines de la libération de l'Afrique du joug colonial, ça vous en souvenez. L'Union soviétique a été l'un des principaux initiateurs et de l'adoption de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et au peuple coloniaux en 1960. Et ce n'est pas une imitation, mais un véritable acte historique qui a scellé la chute de la domination barbare et féroce coloniale, malheureusement revisitée sur plusieurs angles aujourd'hui, dont le Mali vient difficilement de vouloir s'en sortir à jamais grâce à un peuple dévoué
conscient, et bien entendu grâce aussi au soutien de la Fédération de la Russie et du monde panafricain. Alors, mon cher Bachir, pour finir là-dessus, les enjeux sont titanesques et historiques pour le monde panafricain conscient. Quant à l'essentiel, je suis grandement fier de ce peuple malien qui est prêt à tout mettre dans l'intérêt de la patrie. Il n'y a rien d'inhabituel là-dessus ici, pour moi. Le Mali passera, et c'est par le Mali aussi passera la libération de l'entièreté de l'Afrique noire francophone. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'entre les paroles et les actes des Maliens, ils sont dans les actes. Merci, belle fin d'émission, à bientôt, ciao. Et bonne suite d'émission à vous également. On va rester au téléphone avec un autre de nos appelants. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à vous, bonsoir. Salam alaikum. Salam, c'est Mohamed de Londres, j'imagine. Bonsoir, Oncle Joe Le Roc, comme nous avons l'habitude de l'appeler affectueusement. Bonjour à tous les techniciens. Et j'espère que les forces du mal n'ont pas eu raison de nous hier. Parce que hier, j'ai pas pu avoir ma dose quotidienne là hier. Heureusement que j'ai eu la consolation avec le président Bandakani sur la radio avec Manuel Asiké. Tout à fait. Donc j'ai manqué ma dose hier, Bachir. Dites-nous si les forces du mal ont eu raison de vous hier. Non, rassurez-vous, il n'y a aucun souci. J'espère qu'ils n'arriveront pas. Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne la visite de Bandakani, la visite de Lavrov, Sergei Lavrov, son excellence, c'est une joie, c'est une première effectivement. Le Mali est en train de prouver que ils sont pas au niveau de Wagner comme ont l'habitude de pleurer. Le colon déclassé qui est en train de lamenter, pleurer, est en train de montrer à tout le monde qu'ils sont en train de pleurer. Wagner. Je suis content que le Mali soit en train d'étendre sa coopération avec la Russie au niveau de l'économie. Et j'aimerais que le Mali, dans tous les domaines économiques, je dis bien j'aimerais que le Mali étende sa coopération à tous les domaines économiques qu'il avait avec la France, que le Mali étende sa relation avec sa coopération avec la Russie à cette relation, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bon, que comme la France a voulu aller en guerre, et il y a un certain Cambon qui est président du Sénat ou bien quelque chose de commission de défense Sénat, qui pense que le Mali doit être puni. Il va falloir que le Mali leur montre que le Mali n'est pas punissable. Donc que le Mali remplace complètement la France par la Russie. Et c'est ce qu'il faut en Afrique. C'est ce qu'il faut. Il faut les remplacer complètement à tous les niveaux. Donc comme ça, la France va définitivement partir. Comme ça, la France n'aura plus d'intérêt, n'aura plus de précaré. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'aimerais compléter par rapport à l'intervention que vous êtes en train de faire. Bonne continuation de l'émission et que Dieu nous garde. Merci à vous, Mohamed, depuis Londres. On reste au téléphone avec un autre appelant. Allô, bonsoir. Jean Sakpono, voilà, je peux quand même reconnaître cette voix. Jean Sakpono, bonsoir. Bonjour Bachir, vous m'entendez? 5 sur 5. Oh, merci beaucoup. Parce qu'il y avait des échos là. Oui. Bachir, soyez salués. Merci. Vraiment, soyez salués avec tous vos collègues journalistes. Batengene, Jonathan, soyez salués aussi. Issa Diawara, vous êtes les combattants de l'heure. Bachir, il y a quelque chose que nous voyons d'entrée de jeu, avant que je n'aborde le sujet, c'est la RDC. C'est ce qui dit appelle maintenant la communauté internationale à venir s'installer, à venir l'aider. Franchement, ces gens-là, ils ont perdu la tête. La MINUSMO ou bien MINUSCO, je ne sais pas comment on l'appelle pour le Congo, là, la MINUSCO est depuis là plus de 20 ans, n'a rien fait, et ce qui dit va encore dire que la communauté internationale n'a qu'à venir l'aider en RDC.
Bah, si, ça semble être vraiment une aberration. Donc, tout cela montre la débandade de nos ennemis. La débandade de nos ennemis. Et alors, le sujet d'aujourd'hui, ça parle de cela. Excuse-moi, Jonathan Batengene, tu as volé, je ne sais pas tu as volé, c'est l'esprit humain qui parle. Depuis hier, je pensais à cela, mais vous n'avez pas fait l'émission. Et ce que tu viens de dire, que oui, c'est une nouvelle ère pour l'Afrique, et tu es content, tu es excité, Bachi s'étonne, c'est ça. Bachi, nous, notre jeunesse, notre ère, nous avons de la chance. Et cette chance, nous la devons à nos aînés, les Lumumba, les Thomas Sankara, ceux qui ont versé leur sang, les fils dignes de l'Afrique qui ont versé leur sang dans le secret, dans l'ignorance totale pour la justice en Afrique, pour l'égalité, pour l'humanité, l'humanisme en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère, nous jouissons, nous sommes vraiment joyeux. Nous sommes témoins des fruits de leurs efforts. Et effectivement, ils n'ont pas versé leur sang en vain. C'est une bonne semence qui va germer. Mais ça va germer sur des bonnes terres. Et ces terres, ces bonnes terres sont partout en Afrique, mais les gardiens de ces terres peuvent les casser, ces germes. Peuvent essayer de les tuer, ces germes. Mais ils ne peuvent pas. Nous les appelons. Nous appelons les présidents africains à complètement oublier le traumatisme de l'Occident et à revenir à voir le Mali dans sa direction. C'est bel et bien très spirituel. D'ailleurs, ils l'ont dit à l'ONU. On voulait les influencer avec question de droits de l'homme. Diop leur a rappelé cela. Depuis le XIIIe siècle, que le Mali pratiquait déjà droits de l'homme. Alors ils ont voulu, et ils ont tout fait. C'est pourquoi ils avaient attaqué Mobutu pour détruire, pour effacer comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Ils ont fait en Égypte. Et ça dit effacer totalement la mémoire de l'intelligence africaine. Mais comme Lucifer sait très bien que elle sera toujours vaincue à la fin des temps, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, tout cela sera restitué au continent africain. Toutes les industries africaines, ce que vous voyez dans le monde entier, là, cette technologie, ces consorts sont d'origine africaine. Je ne le dis pas pour dire que oui, nous sommes les seuls. Non. Là où, c'est-à-dire, l'Afrique est le premier continent que Dieu a créé avec les humains. Il lui avait tout donné. Tout lui est donné. Tout cela va revenir sur le continent africain. C'est pourquoi je dis que nous serons très joyeux. Très, très joyeux. Maintenant, ne perdez pas le courage, quelles que soient les rages de l'ennemi, quel que soit leur complot Bachi, ne perdons pas l'espoir. Je dis bien, quels que soient les semblants d'influence qu'ils ont, ne perdons pas d'espoir. L'Afrique sortira de leurs griffes et va redorer le blason, va répandre l'humanisme et l'humanité sur la terre. C'est une vérité. C'est pourquoi cette excitation, cette joie de Batengene, elle est vraiment une joie très spirituelle. On va se dire, parce que pourquoi tu es joyeux comme ça? Oui, c'est parce que Batengene voit déjà, ce qui va arriver. Ce qui va arriver, Bachi. Et ça va venir. Que les autres pays suivent le Mali avec le courage. Et c'est vrai, ils ont leur intérêt, ils ont leur compte en banque, l'argent, c'est voilà, non. Ils ont ça en Europe, c'est comme ça, mais ils ont peur. Mais ils n'ont qu'à oublier tout ça là. Ça n'a pas de sens. Leur dignité est plus que l'argent. Alors pour leur dignité, ils n'ont qu'à revenir les pieds sur terre et chercher la justice des peuples africains. Je dis bien, la justice des peuples africains. En chassant la France et ses alliés. Parce que c'est une vérité. C'est pourquoi votre émission a droit d'être. Nous avons le temps, on passera par ici
pour annoncer quelques brefs, mais ça ne dépend pas de nous. Le divin est au travail. Nous vous encourageons, de la même manière pour le journaliste Zongo qui est mort là. Oui, la justice sera faite. Parce que ceux-là qui ont toujours laissé sorciers, parce qu'ils ont toujours, ils vont toujours intimider, ils vont toujours ravager, sans impunité, sans punition, sans impunité, ou bien sans être punis, ils seront punis. Le moment viendra. Pour tous ceux-là, ils seront rattrapés, ils seront punis. Non, merci en tout cas, un tout petit peu long, mais intéressant ce que vous disiez. Alors, on va prendre un ou deux derniers appelants, puisque nous avons aussi commencé avec un léger état. Marius, je crois qu'il y a Abou d'Angleterre qui essaie de nous joindre par WhatsApp. D'accord, on y retournera tout à l'heure. Alors, je donne la parole à Issa Diawara. Issa Diawara, il y a un de nos téléspectateurs qui a posé une ou deux questions. Peut-être c'est par là que nous allons sortir. Vous pouvez lui apporter quelques éléments de réponse. Il dit, j'ai une question pour M. Diawara. Est-ce que l'armée malienne s'est déployée à Kidal? Ça, c'est sa première question. Ou alors, les Français sont encore à Kidal? En tout cas, c'est une question à double volet. Donc, je vous la pose aussi, Issa Diawara, puisque je n'ai pas d'éléments de réponse. Alors, je crois que il y a un petit souci aussi avec le son de Issa. On va retourne. C'est bon, Marius, on y retourne ou bien on revient sur le plateau avec Jonathan Batengene. Joe, peut-être un élément de réponse pour notre téléspectateur. C'est Oumarou Madjo, pour lire son nom, Oumarou Madjo, qui a posé cette question. Est-ce que l'armée malienne s'est déployée du côté de Kidal? Parce qu'il dit, c'est quoi cette histoire avec la CMA? Moi, je pense que l'autorité malienne doit prendre ses responsabilités au sujet de Kidal. Il n'y a pas à transiger. Ou bien les Français sont encore à Kidal? Les Français ne sont plus à Kidal, ça au moins c'est sûr. Les Français ont quitté le Mali depuis le mois de, je crois, juillet. Juillet, septembre, c'était le dernier contingent. Ils sont partis du Mali. Aujourd'hui, l'évacuation, le départ des soldats français est acté. Donc, à Kidal, par contre, là, nous savons que l'armée malienne, qui est dans sa grande offensive, n'est pas encore parvenue. Sauf si Issa Dienot, le général Diawara, aura des informations complémentaires. D'accord, donnons-lui la parole dans ce sens. Général Issa, comment on répond à la question de ce téléspectateur qui se demande si l'armée malienne s'est déployée à Kidal? C'est bon, vous me recevez maintenant. Vous me recevez? On vous reçoit très bien, Issa. Alors? Ok, très bien. En fait, l'armée malienne est à Kidal. Mais il s'agit de quelle armée malienne? Il s'agit dans le cadre de leur fameux accord d'Alger. Il y a ce qu'on appelle l'armée reconstituée. L'armée reconstituée, c'est l'armée malienne au sein de laquelle on a intégré les anciens rebelles. Que ce soit des rebelles qui étaient indépendantistes ou des rebelles pro-gouvernement. Donc ce sont des anciens rebelles. C'est comme une armée reconstituée de trois tamas. Une partie, c'est l'armée malienne loyaliste, une autre des rebelles qui combattaient le Mali, et une troisième autre des rebelles pour, en tout cas des troupes d'autodéfense, mais loyalistes, c'est-à-dire pour unité du Mali. Ce sont les trois composantes-là que vous avez, et c'est cette armée qui se trouve à Kidal et dans les autres localités tout autour de Kidal. Mais à côté de ces redéploiements, vous avez aussi des anciens rebelles qui tiennent un ou deux camps. Parce qu'ils collaboraient avec la France. Mais la France n'est plus au Mali. Officiellement, la France est partie du Mali. Mais ce qu'il faudra comprendre, derrière ces anciens rebelles, vous avez les renseignements français et vous avez un soutien politique de la France et d'autres pays. Maintenant, quand on dit qu'il ne faut pas tergiverser, il faut savoir que nous sommes aussi dans la géostratégie. Tout n'est pas géopolitique. Je dis, je le répète, Kidal aujourd'hui apparaît comme Benghazi entre les mains du colonel du Kadhafi.
C'est un dossier qu'il faut savoir gérer. Prendre la ville de Kidal ne va pas prendre 48 heures à l'armée malienne. Mais maintenant, qu'est-ce qui est derrière toute l'attaque du Mali? Ça se prépare. Est-ce de l'autre côté du Kidal, vous avez votre allié l'Algérie? Quelle est la position de l'Algérie par rapport à sachant bien que tous les leaders de l'enseignement ont presque la nationalité algérienne. Donc ça, c'est pour répondre directement à cette question. Je pense qu'Kidal aujourd'hui est presque assiégé parce qu'il y a des militaires maliens présents dans la ville de Kidal. Ça, je vous le dis, je le confirme. Si c'était ça son inquiétude. Mais est-ce la ville de Kidal est exclusivement contrôlée par l'armée malienne? La réponse, c'est non. Il y a l'armée malienne à Kidal, il y a les groupes rebelles à Kidal. On a une sorte de cessez-le-feu entre l'armée malienne et les groupes rebelles au niveau de Kidal. Il y a un accord qui empêche, en tout cas, la reprise des hostilités. Mais puisque ces rebelles-là disent pas de leur participation à cet accord, bien sûr, le Mali attend qu'ils commettent le premier faux pas. Ce n'est pas le Mali qui doit passer à l'offensive sur eux, même si le Premier ministre du Mali a laissé entendre cela un peu. Mais je pense, connaissant un peu la politique sécuritaire du Mali, la politique de défense du Mali, le Mali ne va pas passer à l'offensive au niveau de Kidal. Et passer à l'offensive au niveau de Kidal aujourd'hui apporte quoi concrètement au Mali? Pas grand-chose. Donc il faut simplement attendre, il faut préparer, il faut continuer l'encerclement de la ville de Kidal, des localités tout autour de Kidal. Je pense que c'est de cela qu'il est question. Mais au-delà, un intervenant aussi à parler de Wagner. Le problème au Mali, ce n'est pas une question de Wagner ou de droits de l'homme. Comprenez une chose. Le Mali est en train de sortir de la colonisation. Ça, c'est ce qu'il faudra comprendre. Si cela vous échappe, une analyse globale, vous ne voulez rien comprendre de ce qui se passe du côté du Mali, du Burkina ou de la Centrafrique. De tous ces pays, la France se plaint de Wagner, des questions de droits de l'homme. En réalité, il s'agit tout simplement de mettre fin à la colonisation française. Parce que pour la France, nous faisons partie d'un vaste empire colonial. Et quand vous décidez de vous retirer de cet empire colonial, il faut trouver tous les prétextes pour vous accuser. Et pour terminer, M. Bachir, à quel prix la France a colonisé l'Algérie ou la Tunisie, par exemple? La première attaque contre l'Algérie, la France avait dit quoi? Quand l'amiral Pichon de la France en 1830 a agressé l'Algérie, il avait dit que bien sûr, c'était pour sauver les chrétiens au niveau de l'Algérie. Or, ça n'a jamais été le cas. Quand la France s'attaquait à la Tunisie, qu'est-ce que la France a évoqué comme prétexte? Que la Tunisie refuse de rembourser des prêts que les banques de la Tunisie avaient contractés auprès des banques françaises. Et à ce prix, la France a occupé la Tunisie et a fait de la Tunisie son protectorat. Nous autres, il était question de nous utiliser pour peut-être les idées de Jules de Victor Hugo, mais qui seront démenties par Gauthier Béazer, par Guy de Maupassant, l'intellectuel français. Mais rien n'est fait pour la France. La colonisation est une mission patriotique, car économique, et bien sûr une mission civilisatrice. Tout ce combat, tout cet enchaînement, c'est parce que le Mali, le Burkina, la République centrafrique sont en train de se retirer de l'empire colonial français. Toutes les accusations en réalité ne sont que des prétextes, rien de plus. Je vous remercie. Remercions également très cher général Issa Diawara. En tout cas, il y a beaucoup de réactions sur notre live Facebook. Je voudrais saluer particulièrement Ngon Betty et Karine Kwame qui ont d'ailleurs animé les échanges de ce côté-là. Jonathan, Karine est allée jusqu'à nous dire, parlant de la qualité du son aujourd'hui, on s'en excuse d'ailleurs, elle a dit que même s'il faut lire sur vos lèvres, on est là, on va rester vous suivre. Donc voilà, merci en tout cas pour vos efforts, chers téléspectateurs. Notez, on a acquis de nouveaux matériels, on est en train de les
s'installer et on ne voulait pas vous faire rater le rendez-vous du point sur l'actualité ce soir encore. Merci à toutes et à tous. Le sujet reviendra dans le cadre de l'international. Ce sera samedi à 16h en temps universel et heure de Bamako. Il sera à cette heure-là, 17h, heure de Douala, Paris, Kinshasa, etc. Merci à tous pour la fidélité. On se retrouve demain à la même heure pour le même programme, Inch'Allah.